Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre en ligne de Cannes Cinéma. Nous sommes ravis aujourd'hui de rencontrer l'exploitant Joël Bertrand. Joël Bertrand, donc vous êtes exploitant et directeur de l'espace Robert Hossein à Grance, et vous êtes également, donc, comme je le disais tout à l'heure en présentation en off, président de l'association Cinéma du Sud et Tilt, qui est basée à Marseille et qui travaille pour la région PACA. Vous êtes directeur de cet espace, l'espace Robert Hossein, et est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste votre fonction? Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, bon, je suis ravi simplement voilà, d'être avec vous. C'est vrai que les conditions techniques ne sont pas évidentes, mais j'espère que ça va être un moment sympathique pour tout le monde. Euh, ben, Vous dire qu'effectivement, donc, je suis directeur de cet espace Robert Hossein, qui est situé dans une commune qui s'appelle Grance, donc entre Salon de Provence et Avignon, certainement à côté de Salon de Provence, voilà, pour ceux qui connaissent. En fait, c'est une commune qui est de 5000 habitants, donc une petite commune, et avec une salle qui est un établissement public, en fait. Hein. Voilà. Donc, je suis directeur, moi, de cet établissement depuis 12 ou 13 ans. Et cette salle fait partie d'un réseau, mais on en parlera, hein, qui regroupe en fait plusieurs salles de spectacle et de cinéma, puisque la particularité de cet espace Robert Hossein, c'est d'être à la fois une salle de cinéma, mais aussi une salle de spectacle vivant. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, on a des questions pour les BTS, je crois. Hein. Oui. Alors, c'est qui pose la première question? Je pense que c'est Étienne. Alors, la question donc, comment en êtes-vous arrivé là? Existe-t-il une formation, un parcours professionnel spécifique pour cette activité? Alors, de manière un peu paradoxale, en fait, moi, je viens plutôt, mes premières expériences professionnelles ont plutôt été dans le spectacle vivant. Et c'est vrai que j'ai découvert l'exploitation cinématographique avec le poste que j'occupe aujourd'hui. Donc, j'allais dire que c'est un poste finalement assez récent pour moi. Donc, mon parcours, moi, est plutôt en lien avec la question de la médiation culturelle et des publics. Voilà, et j'ai plutôt travaillé soit dans des festivals, soit dans des structures et sur des postes qui étaient en lien du coup avec ces missions-là, plutôt de relations publiques, voilà, ou de coordination de projets ou d'événements sur une ou plusieurs villes sur un territoire. Donc, je n'ai pas fait d'études cinématographiques à proprement parler et je n'ai pas de formation d'exploitant comme peut maintenant le proposer la FEMIS, par exemple. Je n'ai pas fait ce parcours-là. Donc, c'est quand même particulièrement intéressant parce qu'effectivement, maintenant, il y a des parcours qui existent pour devenir exploitant, mais en plus, vous avez la possibilité en fait, d'être exploitant quand même sans avoir fait des études d'exploitant, en apprenant un peu sur le terrain, en ayant quand même des notions particulières de médiation et autres. Donc ça, c'est aussi intéressant que nos jeunes sachent que ça peut exister également en parcours. Je pense et j'espère surtout que ce métier d'exploitant ne va pas être réservé qu'à ceux qui ont fait de la formation exploitant. Parce que c'est aussi ce qui fait la richesse. Mais on va en parler, d'une construction d'une programmation, c'est aussi ce qui fait la richesse de nos métiers, c'est qu'on vient tous d'univers un peu différents et que forcément on a des sensibilités et des points de vue voilà, qui se confrontent parfois et qui peuvent s'opposer. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de l'aventure de l'exploitation cinéma. Merci beaucoup. Alors, on va passer à une autre question. Le lycée Bristol, une première question. Allez. Bonjour. Attends, on te voit aussi. Oui, alors, vous nous entendez? Tout va bien? okay, ça va. Alors, l'espace Robert Hossein a la particularité d'être accolé à un groupe scolaire. Dans quelle mesure cela influe-t-il sur la programmation et quelles sont les interactions entre les deux lieux? Okay. Alors oui, effectivement, l'espace Robert Hossein a cette particularité d'avoir été pensé au moment de sa construction, en même temps que
un groupe scolaire qui se compose en fait de 19 classes, maternelles et élémentaires. Et donc, c'est un seul et même bâtiment qui a été construit donc, en 2005-2006, qui est installé au cœur de la commune de Grans, tout à côté de la mairie, et qui, du coup, avait comme ça pour vocation de faire se rencontrer les élèves, les enseignants et le monde de la culture. Donc, c'est vrai que notre programmation en fait, et les liens qu'on a avec eux sont des liens très quotidiens. Les gamins, en fait, ont juste un couloir à traverser pour venir nous voir. Alors là, c'est plus difficile parce qu'ils ne peuvent plus traverser le couloir. Mais il n'empêche qu'on voit les enseignants tous les jours et on les rencontre souvent. Et donc, on a des liens avec eux qui sont de plusieurs ordres. Pour ne parler que du cinéma, on a bien sûr on organise les dispositifs école et cinéma, donc qui leur permet de venir sur ces dispositifs 3 fois dans l'année, donc dans la salle, et d'avoir un vrai parcours d'éducation à l'image de la petite section jusqu'au CM2. Et puis, on a aussi du coup des possibilités de les accueillir et on les accueille sur des séances spécifiques quand ils travaillent autour de projets particuliers sur des thématiques voilà, qui est propre à chaque enseignant. On essaye toujours d'avoir des propositions cinématographiques en lien avec ça. Et puis, on peut les accueillir aussi, j'allais dire, d'une manière plus conviviale à l'occasion de projections pour Noël ou pour des occasions particulières qui sont plus de l'ordre, entre guillemets, du festif, voilà, si je peux dire ça. Voilà, donc on essaye d'avoir, donc, en termes de projection, en fait, des projets comme ça. Et puis, on essaye de s'inscrire aussi sur des projets un peu plus longs. Je pense notamment au projet avec la Cinémathèque française qui s'appelle 100 ans de jeunesse, auquel on a participé pendant longtemps, et qui est un projet en fait qui accompagnait une classe pendant 1 an autour d'une question de cinéma et sur la réalisation en fait d'un court métrage. Et donc, une des classes de l'école a été accompagnée par les gens de la FEMIS et par nous jusqu'à la production donc d'un court métrage qui sont après allés montrer à Paris. Voilà. Donc voilà, il y a aussi des projets comme ça au long cours qu'on essaye d'installer avec l'école à côté. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Je crois que vous en aviez une sur la jeunesse en particulier. Oui, c'est moi qui ai la question. Alors, j'avais comme... Bonjour. Bonjour. Alors, pensez-vous que le cinéma joue un rôle aussi important pour la jeunesse d'aujourd'hui que pour les générations précédentes? Voilà, vaste question, hein. Alors, en fait, comment dire ça? C'est sûr que la jeunesse d'aujourd'hui, et vous êtes bien placé pour le savoir, passe beaucoup de temps devant les écrans, sur les réseaux, et a une pratique, j'allais dire, une consommation de films très différente de ce que moi j'ai pu avoir quand j'avais votre âge, parce que n'existait que la salle de cinéma. J'aimerais bien, enfin, je trouve intéressant qu'on fasse une distinction entre film et cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on voit un film sur une plateforme ou sur un réseau, sur son téléphone ou sur une tablette, qu'on a une expérience de cinéma. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'expérience de cinéma, elle se passe dans une salle pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a le grand écran. Il y a aussi le fait que c'est une pratique qu'on fait dans une salle et donc on est de fait plusieurs dans la salle et on n'est pas tout seul devant son écran. Et puis, je trouve aussi que c'est aussi une pratique où finalement on s'offre du temps. Le temps et le rapport au temps change beaucoup et je trouve que le fait de s'offrir la possibilité d'aller au cinéma, c'est aussi voilà, poser son téléphone, se couper un peu de notre quotidien pour plonger dans un film, dans une histoire, un réalisateur qui nous amène vers quelque chose. Et je trouve que c'est exactement ce que ne font pas les plateformes ou la consommation de films sur Netflix ou autres.
Et du coup, j'allais dire que j'aimerais que la pratique de cinéma pour les jeunes générations, en tout cas cette pratique-là, parce qu'il n'y a que dans la salle de cinéma qu'on peut retrouver ça. Voilà. Alors, vous pouvez consommer du film dans plein de situations différentes, mais il n'empêche que je trouve que la pratique de cinéma recouvre bien d'autres choses que simplement le fait de voir un film. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est la réponse que j'avais envie de faire. D'accord, merci Ok. beaucoup. Et alors, je crois que là, ah ben voilà, on a une question qui se prépare au lycée Bristol. Vas-y, Ah, là. je peux l'enlever peut-être là. Ah, oui. Regarde l'écran. Ah, mais comment je pose la question? C'est aussi un lieu qui mêle cinéma et spectacle vivant. Quels sont les avantages et inconvénients de réunir ces deux activités qui sont généralement bien distinctes? Oui, alors, peut-être ce que je n'ai pas dit, mais c'est que je vais vous donner simplement une information importante, c'est qu'est-ce que c'est qu'un établissement public, puisque nous sommes un établissement public. Quand je dis nous sommes, c'est que nous sommes un réseau de salles. En fait, il y a 9 établissements, théâtre et cinéma et musique actuelle, qui sont regroupés dans un établissement public qui s'appelle Scène et Ciné. Alors, pour faire simple, qu'est-ce que c'est qu'un établissement public? C'est un établissement qui a été construit par une volonté politique, d'accord, de mettre en commun des moyens. Et nous, notre territoire, le territoire dans lequel on travaille est un territoire qui regroupe 6 communes à l'ouest de l'étang de Berre, ce qui représente à peu près 100 000 habitants. Voilà. Et donc, il y a des grandes villes qui ont un théâtre et un cinéma, et puis des petites communes comme Grans, dans lesquelles le théâtre et le cinéma se rassemblent. Et c'est vrai que quand je suis arrivé donc à la direction de cet établissement, eh ben, la question justement du rapport entre théâtre et cinéma s'est tout de suite posée. Et on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait, de temps en temps, faire cohabiter, faire dialoguer théâtre et cinéma. Donc, dans notre programmation de spectacles vivants, on essaye d'intégrer des propositions cinématographiques pour justement que les spectateurs passent aussi voilà, du théâtre au cinéma ou du cinéma au théâtre, et que finalement on se dise que les choses et la pratique culturelle se nourrit en fait du théâtre et du cinéma. Et donc concrètement, on organise des soirées où on peut par exemple accueillir un artiste en concert, ou avant on peut proposer une projection, ou après on peut faire des projections. On organise aussi des week-ends qui mélangent théâtre et cinéma. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que pour que le cinéma, j'allais dire, ait une place et un espace suffisant par rapport au poids que représente un spectacle, en général, j'essaie de construire une programmation de cinéma de plusieurs films et d'une proposition de spectacle vivant. Le spectacle vivant a cette force, en fait, de pouvoir capter et amener, j'allais dire, d'une manière assez forte en fait les spectateurs. Et le cinéma, je trouve qu'il travaille plus par petites touches et qu'il arrive à du coup comme ça avoir une place aussi à côté du spectacle vivant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un spectacle peut se suffire à lui-même. Un film est souvent ne fait pas le poids entre guillemets, je trouve, par rapport à une proposition de spectacle vivant. Voilà. La pratique n'est pas la même, la pratique des spectateurs n'est pas la même. Et c'est vrai qu'une sortie au théâtre, alors je ne sais pas pourquoi, il faudrait peut-être l'analyser, mais je la trouve plus engageante pour les gens que simplement venir au cinéma. Et le cinéma a besoin d'être soutenu aussi pour être associé à du spectacle vivant. Bon. Merci. Voilà. Alors, il y avait une question, mais je pense que vous avez un petit peu répondu quand même à la question suivante. Peut-être, vous voulez quand même la poser, l'élève qui voulait la poser et qui, par rapport à la programmation? Vous arrive-t-il de diffuser des films en rapport avec les spectacles programmés? Oui, ben c'est ce que je disais, c'est-à-dire que du spectacle. Moi, j'accueille à peu près. Alors, vous savez qu'une saison de théâtre, ça fonctionne globalement d'octobre à mai. Ce qui est complètement différent d'une pratique de programmation cinéma, puisque le cinéma est ouvert toute l'année. Mais c'est vrai que d'octobre à mai, ben, du coup, moi j'ai à peu près 12, 15 spectacles dans l'année, donc ça fait un toutes les 3 semaines à peu près.
Et donc, comme je vous disais, effectivement, on a 3, 4, 5 rendez-vous dans l'année qui mélangent théâtre et cinéma. Voilà. Donc oui, ça nous arrive. Merci. On passe à la question suivante. Ou à moins qu'il y ait d'autres questions, hein, n'hésitez pas, je pense aux élèves de Londres. Si vous avez des questions aussi à rajouter, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez couper le lycée Bristol, voilà. La présence d'un tel lieu dans une petite commune est assez exceptionnelle. La présence d'un tel lieu dans une petite commune est assez exceptionnelle. Qu'est-ce qui garantit sa pérennité? Est-ce que les questions sont audibles? Oui, on a compris, hein, celle-là. D'accord. Et si les élèves ne vous regardent pas, c'est qu'en fait, l'écran de projection est situé à 3 mètres. Non, mais on a bien compris qu'il était de l'autre côté. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Oui, alors, effectivement, c'est sûr qu'une commune de 5000 habitants, normalement, n'a pas ce genre d'équipement. Ce qui garantit la pérennité d'un équipement comme ça, c'est le fait que ce soit un établissement public. En clair, c'est de l'argent public, d'accord, qui est investi par la métropole et le conseil de territoire. Alors la métropole, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un peu une nouvelle entité qui est une entité qui rassemble quasiment l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône et qui acquiert un certain nombre de compétences, qui est en charge d'un certain nombre de compétences. La culture n'en fait pas partie. En tout cas, la culture est une compétence optionnelle. Mais voilà, la métropole soutient financièrement du coup certains établissements publics et on reçoit donc cet argent de la métropole avec une mission de service public. Donc c'est un peu ce qui nous différencie d'un cinéma privé, c'est que nous avons une mission de service public, c'est la diffusion de la culture sur un territoire. Et comment ça se traduit? Par une politique tarifaire qui est relativement basse. On est à des prix moyens en fait par rapport à des prix d'entrée de cinéma qui sont de l'ordre de 4 € la place en prix moyen, alors que dans les multiplex et autres, on est plutôt à 8, 9 € en moyenne. Donc ça, c'est une première chose. On a des obligations en termes d'ouverture, c'est-à-dire qu'on est ouvert toute l'année. On a des obligations aussi de diversité et aussi de travailler sur de l'action culturelle. Hein. On est aussi obligé de tenir compte dans la programmation que je fais de l'ensemble de la population. Voilà. Et donc, ce qui garantit la pérennité, c'est le fait que la puissance publique continue de financer des établissements comme nous. Voilà. Nos recettes cinéma ne couvrent que j'allais dire 10-15% de nos dépenses. D'accord? Donc, en fait, on n'est pas du tout rentable, entre guillemets, économiquement parlant. Même si, je voudrais quand même ajouter ça, même si les recettes comptent dans un budget public, c'est-à-dire que ça ne compte pas pour zéro, ça n'est pas rien du tout. Le fait d'avoir des recettes, c'est aussi nous permettre d'avoir une trésorerie et puis de justifier aussi d'une activité qui fonctionne. Voilà. Bien sûr, et ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à vous avez un statut un peu, évidemment, un établissement public, donc c'est encore un peu différent d'un établissement privé qui peut s'avérer rentable pour des exploitants privés, juste qui fonctionnent avec du cinéma. C'est parce que on vous demande aussi des actions d'éducation aux images, des actions envers les scolaires, qui, elles, coûtent de l'argent, et effectivement, sans les pouvoirs publics, on ne pourrait pas faire grand-chose. Ça, on est bien d'accord. On avait une question de Pedro. Pedro, vous êtes à Londres, je crois, vous. Oui, bonjour depuis Londres. Je voulais juste poser une question. Vous avez fait un commentaire à propos des salles de cinéma et en général du fait que notre jeunesse est plus exposée à des plateformes streaming qu'à des salles de cinéma. Du coup, je voulais évidemment vous demander quel est le futur pour les salles de cinéma et aussi le présent face aux conditions de la pandémie et ce qui pourrait arriver dans le futur. Merci. Bon, merci pour la question. Vaste question. En tout cas, c'est une question qui je crois, taraude tous les exploitants et qui est au cœur de pas mal de préoccupations et de nos discussions professionnelles. Qu'est-ce que va devenir la salle de cinéma ?
dans les mois qui viennent, à condition qu'elle réouvre, et puis dans les années à venir. Bon, alors moi, je n'ai pas de boule de cristal, franchement. Je vous avoue que je vais vous livrer mon point de vue, mais ça n'est vraiment que le mien. Il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que la salle de cinéma va, d'une certaine manière, devoir s'adapter de toute façon à l'arrivée des plateformes et à toute l'offre qui existe aujourd'hui. Il va falloir qu'elle s'adapte, mais en gardant d'une certaine manière ses fondements. De mon point de vue, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que l'expérience collective, le grand écran, le fait d'être plongé dans une histoire et de ne pas être à la maison et soumis à des appels, à la vie quotidienne. Moi, je crois que la salle de cinéma va devoir en fait mettre ça en valeur, en plus du travail d'action culturelle qu'elle peut faire auprès des jeunes et des publics spécifiques. J'ai aussi le sentiment que la salle de cinéma pourra peut-être exister dans des grandes villes, dans les grands centres urbains. Vous savez que des salles de cinéma, il en existe de toutes sortes en fait. Il y a les salles de cinéma publiques, les semi-publiques, les associatives, les privées, il y a les multiplex, il y a les salles arrêt essai de centre-ville. Enfin, il y a toute une multitude de salles en France, en tout cas, parce que ce n'est pas forcément le cas dans les autres pays européens. Mais en tout cas, en France, on a cette chance d'avoir une multitude de salles. Et je vous avoue que les salles publiques dans lesquelles je travaille, finalement, moi, tant que la volonté politique sera là, je pense que les salles publiques pourront exister. Voilà. Pour les salles privées, c'est plus difficile parce elles peuvent assez facilement perdre en recettes et du coup être en difficulté financière. Mais j'avoue que je me dis que le cinéma va pouvoir exister de plus en plus aussi par la volonté de la puissance publique, en tout cas dans des communes qui sont de moins de 10, 15 000 habitants, 20 000 habitants, quoi. Voilà. Après, ce que va devenir le cinéma, j'en sais rien. On espère tous que le cinéma ne va pas disparaître des écrans et que nos salles de cinéma ne seront pas simplement des salles de patrimoine et de répertoire pour passer de vieux films, même si c'est important, on pourra en parler peut-être. Mais voilà, on espère tous que ça pourra continuer, en sachant aussi que le cinéma, c'est une chaîne. C'est-à-dire que nous, salles, on peut passer des films tant que les distributeurs nous donnent l'autorisation de passer des films. Si les distributeurs de films décident de donner les films sur des plateformes, forcément, les salles de cinéma ne pourront pas fonctionner. Donc, c'est toute une chaîne, en fait, le cinéma, de l'écriture du scénario, la production, la diffusion et l'exploitation, qui fait que s'il y a un des maillons qui se retire de la chaîne, c'est fini, quoi. Voilà, le cinéma n'existera plus en salle. Bon, donc l'avenir nous dira ce qu'il en est, mais en tout cas, voilà, aucune certitude sur notre avenir. Alors là, on va passer la parole au BTS audiovisuel. Je vois qu'il y a un jeune qui est partant pour le lycée de Bristol, mais on va attendre un tout petit peu. On avait une question sur l'équipe. Alors, je ne sais pas qui avait cette question au BTS. Oui, c'était moi. Du coup, on imagine qu'il y a toute une équipe avec vous. Et donc, quels sont les différents métiers qui sont nécessaires au fonctionnement du lieu? Oui, alors, donc dans mon lieu, en fait, oui, il y a 8 personnes, d'accord? 8 personnes, et en fait, ces 8 personnes travaillent à la fois pour le théâtre et pour le cinéma. Donc déjà, la spécificité de la structure, c'est qu'il y a une vraie polyvalence qui est demandée, puisque le milieu professionnel du cinéma n'est pas du tout celui du spectacle vivant. Et voilà, du coup, on va partir de l'accueil. J'ai des personnes qui s'occupent de l'accueil, à la fois de l'accueil et des relations publiques, et qui, très concrètement, peuvent avoir un appel concernant le cinéma, et puis l'appel d'après, ça concerne le spectacle vivant. Et du coup, il faut qu'elles jonglent comme ça d'un domaine à un autre. Donc, la polyvalence est de mise, j'allais dire. Donc, il y a des missions d'accueil. Moi, j'ai choisi, dans la construction des profils de poste, de relier cette mission d'accueil à la relation publique. D'abord parce que c'est plus intéressant pour elles que de ne faire que de l'accueil. Et puis, en plus, parce que ça permet, j'allais dire, d'avoir une chaîne complète en termes
de relations publiques, justement. C'est-à-dire qu'on va du premier contact de la personne qui appelle pour se renseigner, pour avoir les programmes de cinéma ou ce qui va se jouer ce soir au cinéma, au partenaire associatif qui vient qui demander où ça en est le projet, où en est le partenariat, etc. Et du coup, ces personnes qui sont formées à la fois à l'accueil et à la relation publique peuvent répondre en fait à l'ensemble des demandes que l'on a. Voilà. Après, j'ai une personne qui s'occupe de la communication pour la structure. Donc, elle a en charge la communication du théâtre et du cinéma. J'ai 2 personnes qui travaillent avec moi sur l'administratif. Donc, tout ce qui est établissement des contrats, des partenariats, des collaborations, des conventions. Vous savez vous ne savez peut-être pas, mais en tout cas, dans le cas des établissements publics, on est obligé d'avoir beaucoup de conventions et de faire beaucoup de conventions. Et donc, administrativement, c'est très lourd. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins fluide qu'une association ou qu'un établissement privé. L'exemple un peu caricatural, mais pas tant que ça, c'est pour acheter un stylo, il faut faire 3 devis, mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une mécanique où, comme on dépense de l'argent public, on est obligé de justifier au centime près de toutes les dépenses et d'avoir un engagement dans le choix de nos dépenses qui est un engagement réfléchi et pesé, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc l'administratif est assez lourd. J'ai des personnels techniques, j'ai 2 personnes. Un qui est plus dédié au spectacle vivant, donc il s'occupe de l'accueil des compagnies, techniquement, du montage, des lumières, du son, de la vidéo. Et puis une qui s'occupe des projections et qui est aidée aussi par d'autres projectionnistes qu'on a, qui sont des vacataires et qui viennent compléter en fait les temps de projection. Voilà, donc c'est un peu les 8 personnes. On a aussi du personnel d'entretien. J'ai une personne qui fait le ménage et qui fait l'entretien en fait dans les locaux. Les locaux sont grands, donc il y a pas mal de boulot aussi de ce côté-là. Et c'est important aussi, alors c'est important bien sûr parce que Covid, voilà, mais c'est aussi important parce que ça participe complètement de l'accueil des gens. C'est-à-dire qu'accueillir un public dans une salle qui n'est pas complètement propre, avec des fauteuils qui ne sont pas complètement nettoyés, des sanitaires qui ne sont pas propres non plus, ça ne va pas, quoi. Donc, elle a vraiment un rôle important aussi à jouer. Voilà. Merci beaucoup. Ça répond à votre question ? Parfait. Alors, je ne sais pas si le lycée Bristol a bien entendu que vous aviez commencé à répondre sur la question du réseau Scène et Ciné, mais peut-être que vous alliez demander d'autres précisions. Non. Qu'est-ce que... Vas-y, pose ta question. L'espace Robert Hossein fait partie de la régie culturelle Scène et Ciné. Quel est le rôle de ce regroupement? Ouais, donc une partie. J'en ai un petit peu parlé, mais ce que je peux dire quand même, c'est que ce regroupement est assez unique en France. D'accord? C'est un regroupement en fait qui rassemble 6 communes autour d'un projet culturel et c'est pas si courant. Il y a 5 établissements cinématographiques et puis il y a des théâtres. On accueille à peu près 150 spectacles par an, d'accord, sur l'ensemble du réseau. Et puis il y a une salle de musique actuelle pour des concerts aussi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un vrai engagement politique, encore une fois, d'avoir créé ce réseau de salles et ce réseau public. En France, il n'y a pas beaucoup d'équivalents en fait. Voilà. C'est peut-être ce que je peux ajouter par rapport à ce que j'ai dit précédemment, par rapport à ce réseau de Scène et Ciné. Et alors moi j'ai une question, c'est un réseau qui a été créé par les pouvoirs publics ou c'est quelqu'un de privé qui... Non. C'est un réseau qui a été créé par les pouvoirs publics, c'est-à-dire par les maires des 6 communes. Avant, il y avait des dispositifs associatifs, les salles étaient gérées plutôt par des associations. Et en fait, il a été décidé de... Alors, ce n'est pas municipalisé parce que... Pour faire simple, mais pour vous donner un peu des détails, c'est-à-dire que la régie culturelle est un EPIC. Ce qu'on appelle un EPIC, c'est un établissement public industriel et commercial. La particularité d'un EPIC, c'est qu'il a un budget propre qui est donné par la collectivité locale. La collectivité locale donne X millions d'euros.
et nous dit, ben voilà, à vous de développer la culture sur le territoire, en tout cas pour ce qui concerne le cinéma, le théâtre et la musique actuelle. Ce qui veut dire qu'on a une autonomie financière, mais que l'argent vient bien notamment de la collectivité locale qui s'appelle la métropole. Voilà. Et donc, les politiques, les maires des 6 communes se sont réunis et ont décidé, voilà, sous forme d'engagement politique, de créer Scène et Ciné, établissement public, qui permet à la fois de pérenniser l'activité culturelle, mais aussi, pour être clair, de donner une visibilité politique au territoire à travers une politique culturelle ambitieuse. D'accord ? Ah oui, moi je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. On avait une question du BTS audiovisuel sur l'art et essai. Oui, c'est moi. Je voulais savoir, la salle, elle est classée art et essai. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce classement? Quels sont les apports et les contraintes qui sont spécifiques à un tel label? Alors, la salle est effectivement classée art et essai. Alors là aussi, je vais rentrer un petit peu dans les détails. Art et essai, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire diversité. Diversité de programmation, c'est-à-dire qu'on ne programme pas, on ne programme pas que des blockbusters, d'accord? Et surtout, j'allais dire, on valorise plutôt une diversité de réalisateurs, de provenance de films de pays différents, et aussi de destination à la fois du jeune public, voilà, pour être une salle généraliste. Alors, il y a des mots que j'emploie comme ça, je vais dire un mot sur la salle généraliste et la salle art et essai. Ce n'est pas complètement la même chose. Une salle généraliste est une salle qui programme à la fois des blockbusters et puis à la fois des films classés art et essai. Les films classés art et essai, en fait, sont des films qui remplissent des critères particuliers et qui, du coup, sont classés art et essai par le CNC. D'accord ? Et les salles qui sont classées art et essai diffusent du coup les films qui sont classés art et essai par le CNC. Okay ? La salle généraliste, du coup, telle que je suis, va diffuser des blockbusters qui ne sont pas art et essai, et puis des films à côté qui sont classés art et essai. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que dans le classement art et essai, il y a des salles qui sont classées différemment. Il y a 3 labels dans le classement art et essai qui indiquent un travail particulier autour d'une thématique particulière. Ce que je veux dire par là, c'est que les 3 labels, il y a le label jeune public, le label recherche et découverte et le label patrimoine. Moi, je suis une salle art et essai et j'ai ces 3 labels. D'accord ? Ça veut dire que je travaille à la fois de manière conséquente en direction du jeune public, et la proximité avec l'école, ça se comprend complètement. Je travaille aussi sur le répertoire, c'est-à-dire que j'ai une programmation de répertoire hebdomadaire qui donne une place au cinéma de répertoire, et une programmation qui fait aussi une place aux films de recherche. Un film de recherche, alors ne me demandez pas la définition d'un film de recherche, mais en tout cas, ce sont des films qui sont en général assez peu vus, assez peu diffusés, et qui intrinsèquement peuvent contenir aussi une forme artistique un peu singulière. Voilà. Le film recherche ne fait pas que raconter une histoire, il utilise aussi une forme de narration avec sa caméra, il utilise, enfin voilà, tout un tas de procédés cinématographiques qui font que le film est classé recherche. Voilà. Ça va ? Oui, merci. Il faut me dire si ce n'est pas clair, hein, parce que… Oui. Est-ce que Elisa, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, et c'était clair. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y a des petites mains qui sont levées, alors je ne sais pas s'il faut… Alors, la petite main, elle était où? Je vois Maxine et Apolline. Ah, Maxine, je ne vous vois pas. Vous aviez des questions, Maxine, Apolline? Oui, je suis là et il y a Apolline juste à côté de moi. Ah oui, parfait. Je commence ou… Allez-y, Maxine. Moi, je me posais une question par rapport aux réactions tout à l'heure sur le domaine de la culture, parce que je trouve qu'en ce moment, c'est un débat qui est pas mal soulevé avec le Covid et le fait que le domaine de la culture soit passé en commerce non essentiel. Et du coup,
les gens qui y travaillent, non seulement les artistes, mais aussi les gens qui y participent, comme Monsieur Bertrand a justement à montrer ces œuvres-là, se sentent peut-être un peu délaissés. Je voulais savoir un peu son ressenti là-dessus. Bon, ben voilà, on est fermé, les salles sont fermées, donc effectivement, c'est un choix que fait le gouvernement. Bon, voilà, nous, on prend acte de cette décision. Sur l'essentialité, en fait, effectivement, il y a eu tout un débat sur cette question de l'essentiel. Et effectivement, on est considéré comme non essentiel. En tout cas, c'est ce qui avait été dit au départ par le gouvernement. Ça fait un peu mal à entendre, forcément, quand on dit que la culture n'est pas essentielle. Et voilà, alors bien sûr que la culture est essentielle. Moi, si vous voulez, très, très franchement, bon, je suis exploitant, je regrette vraiment que les salles soient fermées et je trouve que et je trouve qu'en fait, on aurait bien besoin, par les temps qui courent et par la période qu'on traverse, justement de pouvoir avoir un accès à la culture, simplement pour ne serait-ce que de réfléchir à ce qui nous arrive et de voilà, et de pas être comme ça, simplement des gens qui travaillons et qui rentreront chez nous le soir sans pouvoir bouger. Je trouve qu'on a justement besoin, pendant cette période, de pouvoir réfléchir, de pouvoir prendre du recul. Et ça, c'est quand même bien aussi le travail de la culture et les missions de la culture que d'offrir ça aux citoyens. Et, voilà. Et donc, effectivement, c'est un peu problématique cette question de la non-essentialité. Après, peut-être, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu une action en référé liberté auprès du Conseil d'État. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une action en fait qui a été menée à la fois par des théâtres et des cinémas au mois de décembre, voilà, auprès du Conseil d'État en demandant en fait la réouverture des salles. Et en fait, ce que le Conseil d'État a répondu rapidement, c'est que il constatait effectivement que le fait que les salles soient fermées nous privait d'un certain nombre de libertés d'accès à la culture, de liberté de création, et que, en fait, ce qui était mis en place pour suppléer à la fermeture des salles n'était pas suffisant et ne garantissait pas cette liberté d'accès à la culture. Et ça, du coup, c'est une décision importante parce que ça veut dire que le Conseil d'État reconnaît quand même que la culture n'est pas un bien de consommation comme un autre. Le Conseil d'État a quand même choisi de laisser les salles fermées compte tenu en fait de la pandémie et du nombre de cas importants de Covid, mais c'est le seul motif en fait qui fait que les salles continuent d'être fermées. Ce qui veut dire aussi que quand le gouvernement va réouvrir les salles, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de les fermer de par cette décision du Conseil d'État. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça traîne sur la réouverture, parce que on a plutôt l'intuition, on pense plutôt que quand on va réouvrir, la refermeture sera difficile. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Donc, Apolline, vous aviez une question? Oui, bonjour. Juste, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'équilibre entre films de patrimoine, comme vous avez dit, et j'imagine films plus récents, s'il vous plaît? Oui. Alors, programmer du cinéma de répertoire, très franchement, c'est un vrai engagement pour une salle. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, enfin très très peu de monde qui attendent des films de répertoire en fait dans les salles. Et c'est vrai que le cinéma fonctionne sur de l'actualité. Qu'est-ce qui sort au cinéma? Ben voilà, les gens passent, ils voient les affiches, ils entendent à la radio peut-être parler d'un ou deux films. Bon, il y a 15 films qui sortent par semaine. Les gens entendent parler de un ou deux. Et ils entendent quasiment jamais parler de films de répertoire. Mais voilà, ça fait aussi partie des missions de service public de s'intéresser au cinéma de répertoire. Alors c'est vrai que nous, on le construit sous forme de un rendez-vous. On a une séance par semaine. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal quand même. C'est-à-dire qu'on propose un film de répertoire toutes les semaines.
le travail autour du répertoire est un peu particulier. Grosso modo, en France, les entrées du cinéma de répertoire, c'est 200 000 entrées. Hein. C'est vraiment très, très peu, quoi, à peu près. Hein. 200 000 entrées. Donc, moi, ça veut dire que j'ai des séances où, quand j'ai 15 spectateurs, je saute au plafond, pour être clair. Hein. Mais c'est un travail nécessaire parce que le cinéma, eh ben, c'est aussi une histoire et il se construit au fur et à mesure que le temps passe. Et pouvoir montrer des films de répertoire au cinéma, c'est aussi dire que le cinéma n'est pas que une consommation immédiate, mais ça veut dire aussi qu'il y a des films qui font œuvre et qui, au bout de 20 ans, puisque c'est ça, hein, c'est au bout de 20 ans, le film est considéré comme un cinéma de répertoire. Et dire que on s'intéresse aussi à des films qui font œuvre, eh ben, c'est un petit peu comme quand, par exemple, un metteur en scène monte une pièce de Shakespeare, ben, le texte, il date de l'époque de Shakespeare. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas actuel. Et les questions que soulève et les points de vue que porte un film de répertoire, ben, c'est la même chose. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le film a été tourné il y a 50 ans qu'il est has-been et qu'il n'a plus rien à dire. Et au contraire, j'allais dire, s'il est bon, si c'est un bon film, d'une certaine manière, il traverse le temps et il est encore d'actualité. Et donc, c'est pour ça qu'en tout cas, moi, je souhaite soutenir la programmation de répertoire. Justement, je crois que quelqu'un du BTS avait une question par rapport à vos goûts, justement. La question numéro 12. Bah, oui, moi, du coup, je voulais savoir dans quelle mesure vos goûts personnels ils intervenaient avec le programme. Oui, alors, vous êtes devant un exploitant qui essaye, d'une certaine manière, de ne pas être trop en lien avec ses goûts personnels. Alors, c'est assez rare, enfin, assez rare. Je pense qu'il y a beaucoup d'exploitants qui font de la programmation au goût personnel. Moi, j'essaye de m'en méfier un petit peu, mais ça ne veut pas dire que j'assume pas une hiérarchie dans les choix de films. Pourquoi j'essaye de m'en méfier un petit peu? D'abord parce que j'ai une mission de service public et que il faut qu'il y en ait pour tout le monde. D'accord? Donc ça, c'est, j'allais dire, avoir un équilibre dans la programmation, c'est la première des choses qu'on demande à un programmateur. Si le programmateur ne programme que ce qu'il aime, franchement, ce n'est pas intéressant. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir une visibilité et un équilibre de programmation la meilleure possible. Bien sûr qu'après, le choix personnel intervient quand on a tel film à réessayer ou tel autre, qu'on voit qu'il s'adresse à peu près à la même catégorie de personnes. Notre choix personnel peut intervenir, mais c'est vrai que ce n'est pas le premier critère, en tout cas, de sélection des films. Et je trouve que c'est bien aussi parce que ça me met, moi, à distance de mon rapport au film. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on programme aussi en lisant des critiques, en lisant des articles, en discutant aussi avec d'autres collègues, même si faire un acte de programmation, c'est être seul et faire un choix, il n'empêche que c'est aussi un environnement professionnel. Et c'est bien pour ça qu'il y a des associations régionales aussi, comme Cinéma du Sud-Titre, par exemple, qui permettent des rencontres entre professionnels. On voit des films, on en parle, et ça nous permet de cheminer et d'avancer dans nos choix. Voilà. Donc, le choix personnel peut intervenir, mais j'allais dire que pour moi, en tout cas, c'est plutôt à la marge. Ça va? Aurélie, je ne t'entends plus. Oui, c'est mon micro, pardon. Oui, on avait une question du coup au lycée Bristol maintenant. Pardon. Bonjour, bonjour. Alors, 1, 2, 3. Je me demandais comment est-ce que vous organisez des débats et des rencontres avec des personnalités du cinéma, et est-ce que vous pensez qu'ils sont nécessaires à la vie d'une salle? Ok, alors, donc moi, vous l'avez compris, je suis dans une salle qui est alors, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un mono-écran, c'est-à-dire il n'y a qu'un écran, d'accord? Donc, je n'ai pas plusieurs écrans. Ensuite, au regard des entrées que je fais, je n'ai pas des films en sortie nationale. Moi, j'ai plutôt les films, une fois qu'ils ont vécu 2-3 semaines dans la salle, dans les grosses salles,
moi, j'ai les copies donc plutôt en 3e, 4e semaine. Ce qui veut dire que par rapport aux tournées de réalisateurs, franchement, je suis pas dans le, je suis pas dans le catalogue voilà, des grosses tournées de réalisateurs, et donc j'accueille assez peu de gros réalisateurs pour des films qui font le buzz ou qui sont voilà, exposés médiatiquement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de travail avec des réalisateurs ou avec des intervenants, mais ça se fait, j'allais dire, d'une autre manière. Alors, ça se fait soit par des tournées ou des solidarités entre salles où on essaye d'organiser la venue d'un réalisateur et où on propose à un réalisateur de venir 3, 4, 5 jours d'affilée et d'avoir comme ça cette possibilité de tourner dans des salles, puisque le réalisateur ne va se déplacer, il ne se déplacera pas que pour moi, le réalisateur. Mais par contre, il peut se déplacer quand on lui offre une tournée de 4, 5 salles sur un territoire. Pour lui, c'est intéressant parce que voilà, on met le focus sur son film et puis ça lui permet de toucher quand même un nombre de spectateurs suffisamment conséquent. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'on fait aussi pas mal, c'est qu'on accueille des intervenants. Alors des intervenants, ça peut être soit des critiques, soit des spécialistes. C'est pas complètement la même chose, mais ça permet comme ça aussi, j'allais dire, d'offrir à nos spectateurs un peu d'événementiel, puisque c'est important pour un cinéma aussi de pouvoir travailler le côté événementiel. Et on le fait de cette manière-là. On a des contacts avec des critiques de films qui peuvent venir voilà, nous parler d'un film ou d'un choix de programmation. Il y a des spécialistes aussi, hein. On peut faire des rétrospectives sur des thématiques particulières ou de réalisateurs, et à ce moment-là, le réalisateur n'est pas là, mais on a des spécialistes en France qui voilà, connaissent bien le réalisateur et qui peuvent en parler. Donc c'est un peu comme ça qu'on arrive à créer de l'événementiel dans des salles de cinéma, qui ne sont pas des salles, j'allais dire, de première importance en termes, je mets ça entre guillemets, en termes en tout cas de nombre de spectateurs. Voilà. Merci beaucoup. Pardon, c'est ma souris qui ne me répond plus la plupart du temps. Et on avait une question encore avec le lycée Bristol. Voilà, voilà une autre. Gardez-vous le contact avec votre public en cette période difficile? Alors ça aussi, c'est une question compliquée. En fait, moi, personnellement, hein, j'oscille entre deux choix. Le premier choix, ce serait de cultiver la rareté, j'allais dire. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout que c'est parce qu'on est toujours présent sur les réseaux sociaux qu'on sera plus efficace que si on ne dit rien du tout. Par rapport aussi au désir des spectateurs, au désir de cinéma que peuvent avoir les spectateurs. Je pense que la salle n'existe que quand les spectateurs sont là. On peut peut-être garder un lien par le biais de réseaux sociaux, en diffusant un certain nombre d'images, de photos, à faire des petits jeux sur les Facebook, etc., etc. On peut peut-être d'une certaine manière entretenir un petit lien avec la salle, mais il n'empêche que la relation se tisse aussi avec nos spectateurs quand les spectateurs sont là, présents avec nous. Donc moi, je ne suis pas du tout un adepte du tweet ou du réseau social et du Facebook tout le temps. Il faut bien sûr continuer de faire vivre un certain lien avec les spectateurs, ne serait-ce que pour dire on est là, on existe toujours même si on est fermé. Mais je ne crois pas du tout au fait de devoir plusieurs fois par jour, voilà, comme ça, poster et continuer à tisser des liens avec les spectateurs de cette manière-là. Alors encore une fois, ça c'est mon point de vue, je ne suis pas certain qu'il soit partagé par tous les exploitants du tout, mais en tout cas, voilà, cette question du désir et de manquer un peu aux spectateurs, je trouve que parfois c'est aussi efficace que de les abreuver de SMS ou de messages ou de Facebook, etc. Voilà. Donc, on essaie de faire un peu un entre-deux. Voilà. Et c'est aussi pour ça, pour rejoindre ce que disait Aurélie au départ, c'est aussi pour ça que moi, j'ai fait le choix de ne pas proposer de séances à partir de plateformes. Merci beaucoup. On a une dernière question du lycée Bristol, en tout cas pour l'instant dans les questions prévues. On peut évidemment en rajouter. N'hésitez pas, les autres élèves, évidemment, si vous avez des questions, à nous solliciter. Allez-y, pardon.
D'accord. Alors, plus généralement, comment projetez-vous l'après? Pensez-vous que les salles de cinéma doivent évoluer pour ramener le public dans les salles? Bon, on en a un petit peu parlé déjà. On a un petit peu parlé. Mais moi, j'aurais presque envie, alors c'est compliqué là, hein, mais j'aurais presque envie de vous retourner la question et de vous dire, mais vous les jeunes, qu'est-ce que c'est pour vous une salle de cinéma, quoi? Et qu'est-ce que vous attendez de la salle de cinéma? Parce que vous êtes dans un public, dans une cible de public qui ferait vous ne fréquentez pas en fait nos lieux. Quand je dis nos lieux, c'est nos salles à réessai de proximité. En général, on dit les jeunes vont plutôt dans les multiplexes, voilà, consommer du popcorn, consommer de la convivialité. Mais c'est vrai que on a un peu du mal à trouver des jeunes dans nos salles. Alors, c'est peut-être pas le cas de vous qui êtes quand même dans des formations qui ont qui ont un lien avec le cinéma. Mais il n'empêche que globalement, quand on étudie un peu nos chiffres de fréquentation, on voit bien qu'entre 15 et 25-30 ans, ben, on a un creux, quoi. Voilà. Et je pense que c'est parce que nos salles n'offrent pas ce que les jeunes recherchent. Nous, on est des salles de proximité. Et j'ai l'impression que les jeunes entre 15 et 25 ans, en tout cas, cherchent plutôt un ailleurs qu'une proximité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller dans le cinéma dans lequel ils sont allés quand ils étaient à l'école et qu'ils avaient 10 ans. Voilà. Ils aiment bien aller dans l'endroit où il n'y a pas le cercle familial, il n'y a pas papa-maman qui regarde ce qui se passe. Et puis, quand on a la voiture, on va manger une pizza, on va manger un truc, et puis on va prendre du popcorn, on va au multiplex. Bon, tout ça, c'est ce que nous, on veut pas offrir. Parce qu'on ne peut pas l'offrir, et puis parce que ce n'est pas notre vocation. Et donc, la question, c'est plutôt de se dire, ben voilà, les jeunes, ils attendent quelque chose, et nous, on ne peut pas leur offrir. Donc, comment on fait? Comment on fait? Et c'est pour ça que moi, souvent, quand on me pose cette question, ben, je renvoie et dire, mais vous, qu'est-ce que vous attendriez d'une salle de proximité? Voilà. Est-ce que vous en attendez quelque chose ou pas? Oui, moi, je pense que ce serait intéressant que vous répondiez à cette question. Parce que c'est vrai que là la question pardon, je n'ai pas vos prénoms, alors je dis à chaque fois le lycée Bristol, mais la question là, c'était comment faire pour ramener le public. Effectivement, la question est intéressante pour vous, les jeunes. Comment vous allez retourner, quand est-ce que vous allez retourner en salle de cinéma? Est-ce que vous allez y aller? Et l'autre question de Joël, c'était spécifiquement avec les salles de proximité, les cinémas art et essai. Est-ce que vous les fréquentez? Pourquoi vous ne les fréquentez pas? Puisque effectivement, c'est effectivement peu le cas de jeunes d'aller dans ces salles. Donc voilà, on veut bien vous passer un peu la parole. Alors, qu'est-ce que vous attendez des salles d'art et essai? Alors, Pardon. comment dire? Alors moi, je suis pas habitué à ce genre de salle. Moi, j'ai vraiment l'habitude d'aller en multiplex parce que voilà, j'y suis toujours allé, à vrai dire. Donc, par rapport à ça, je saurais pas vraiment dire comment ramener le public, mais je pense qu'il peut y avoir des innovations. Au lieu de passer que des films, revenir à passer des séries, des documentaires, des trucs comme ça. Comme il y avait eu une année, moi j'habite à l'île de la Réunion, et au cinéma de la ville de Saint-Denis, et ben, il y avait eu des passages pendant un an de documentaires, de vieilles émissions, même télé, mais enfin non pas télé, mais des émissions de là-bas qui sont passées au cinéma. Du coup, voilà, je propose, je demande, est-ce que ça serait une bonne mise en place? Merci en tout cas pour votre retour. Après, les documentaires, on en passe dans les cinémas. Souvent, d'ailleurs, les cinémas RSC en passent plus que les cinémas plus généralistes ou plus… Ce que je voulais dire aussi, peut-être, c'est qu'il n'y a pas… il ne faut pas qu'il y ait de jugement de valeur sur le fait de fréquenter un multiplex et de ne pas aller dans la salle de proximité. En fait, c'est deux offres différentes, mais ce qui est intéressant, c'est que le multiplex, il offre, j'allais dire, un film comme un divertissement, mais vous savez très bien que l'objectif d'un multiplex, c'est pas que les gens viennent voir le film. En fait, c'est qu'ils consomment du popcorn, c'est qu'ils consomment des bonbons, c'est qu'ils consomment des trucs et qu'à la fin, ça rapporte de l'argent. Et je le dis parce que c'est la réalité, c'est-à-dire que le film n'est pas l'objet final, n'est pas la finalité. La finalité, c'est de rentrer de l'argent. Effectivement, il y a des films qui passent, qui sont attractifs et qui permettent de vendre un certain nombre de choses. Nous, la finalité des salariés, c'est le film. Voilà. Et moi, par exemple, dans ma salle, c'est vrai que le popcorn, il n'y en a pas.
Bon, alors ça peut paraître un peu, un peu une pratique de notre âge, mais c'est vrai que ben voilà, nous on assume le fait de ne pas proposer de popcorn parce qu'on se dit que le popcorn, au-delà j'allais dire des difficultés de nettoyage, etc. Moi, j'ai pas quelqu'un qui nettoie la salle après chaque séance, etc. Donc c'est une vraie gestion concrète là pour le coup. Voilà, c'est pas aussi l'image qu'on a envie de donner du film de cinéma qui se consomme en mangeant du popcorn. Voilà. Mais par contre, on peut aller dans un multiplex, apprécier les films de multiplex, et il y en a d'ailleurs qui sont sortis dans les multiplex et qui maintenant font partie des films de répertoire. Hein. Je veux dire, il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Mais en tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est que vous ayez cette sensation que quand vous allez dans le multiplex, vous alliez voir un film. C'est ça qui est, à mon avis, aussi un peu en question. C'est qu'il y a la sortie avec les copains, les copines, ça c'est super. Mais c'est vrai qu'il y a cette question de se dire, on voit un film. Quand dans un multiplex, on est assis et qu'on voit que ça textote pendant tout le film ou que ça discute ou que ça lance des trucs dans tous les coins, bon, on se dit finalement, le but, c'est juste de venir faire un peu la pagaille dans un endroit où on est dans le noir, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que on n'est plus du tout dans le fait d'aller voir le film. Et ça, pour moi, ça me pose plus problème que le fait que vous alliez dans les multiplex. Voilà. Et avant de passer la parole à Elissa qui avait une autre question, est-ce que quelqu'un veut intervenir encore pour parler de son expérience à lui par rapport à la salle de cinéma? Moi, je vois Maxine peut-être, je ne sais pas si c'est là-dessus. Mais... En fait, ouais, je voulais faire une comparaison peut-être avec Londres, puisque ce n'est pas le même pays. Et que je crois que c'est assez juste de le comparer avec, parce que nous, on a un institut français et à la fois des grands cinémas, des multiplex, comme vous appelez ça, comme View, par exemple, qui sont dans des grands centres commerciaux, tout ça. Et la différence, c'est un peu la même, puisque à l'Institut français, bon, à part le fait que ce soit des films français, c'est aussi des films, j'ai vu que là, récemment, ils avaient montré des films qui étaient assez vieux, des films d'auteurs ou des filmographies de réalisateurs assez iconiques en France. Et que c'est une salle qui est à la fois salle de cinéma et salle de spectacle. Et donc, il n'y a pas de popcorn, tout ça, mais les gens qui y vont dans un but de voir un film un peu plus... un film classique, entre guillemets, même si parfois il y a des films plus récents et on a toujours l'option d'aller à View, tout ça. Donc, mais ça marche assez bien, j'ai l'impression, parce que déjà, les tickets sont beaucoup moins chers et puis je crois que ça s'est mis en avant, tout ça. Après, je sais pas. Mais... vous m'entendez là? Oui. Ah, ok. Bon, moi, ce que enfin, ce qui me semble intéressant, c'est aussi peut-être de dire que la France est un cas particulier par rapport au cinéma et par rapport à l'aménagement du territoire. Quand on parle d'exception culturelle française, ça a un sens. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que la puissance publique assure un maillage du territoire, des salles de cinéma, qui permettent justement cette fréquentation de proximité, c'est certainement, voilà, alors je ne connais pas en particulier les salles en Angleterre, mais en tout cas, il est bien clair que des salles à réessai en Angleterre ou des petites salles de proximité, il n'y en a pas, en fait. Et du coup, dans pas mal de pays, en fait, il ne reste plus que les multiplex. Et du coup, ça questionne sur la manière dont on peut dont on fréquente les lieux, dont on se nourrit de cinéma. Et voilà. Et par exemple, Ken Loach, qui est un réalisateur britannique, Ken Loach, s'il n'y a pas le cinéma français, il n'est pas diffusé en Angleterre, quoi, ou très peu. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, la chance que nous avons en France, c'est justement de profiter, j'allais dire, de cette volonté politique de pouvoir et de faire vivre des salles qui ne vivent pas que sur leurs entrées, quoi. Voilà. Et c'est peut-être une différence entre la France et l'Angleterre ou d'autres pays anglo-saxons d'ailleurs. Merci et merci Maxime pour votre partage. On avait une question, alors le BTS, plus particulièrement sur Robert Hossein, du coup. Oui, en fait, c'était pour savoir, Robert Hossein, il a donné son nom à votre lieu et il est décédé le 31 décembre dernier. Est-ce que vous aviez un lien particulier avec cet artiste ou une anecdote à nous raconter à son sujet?
Bon, alors, alors Robert Hossein, je l'ai rencontré 2 fois. C'est pas moi du tout qui ai choisi le nom de la salle, hein, c'est le maire de la commune. Et quand il l'a choisi, moi, je n'étais pas directeur de ce lieu. Je suis arrivé 1 an ou 2 après. Mais je l'ai rencontré 2 fois parce qu'on l'a invité. En fait, Robert Hossein je ne suis pas du tout spécialiste de sa vie, mais c'est un homme, on va dire, de théâtre et de cinéma, qui avait cette sensibilité autour aussi d'un cinéma ou d'un théâtre populaire. Et je pense que c'est pour ça que le maire de la commune a choisi aussi en demandant à Robert Hossein, hein, donc de donner son nom à ce lieu. Manifestement, il en a été très heureux. Donc, il est venu 2 fois, et à l'occasion de spectacles vivants, et dont une fois avec son fils, et où en fait, il avait un spectacle qui était assez touchant, où il racontait sa vie d'homme de culture et d'homme de théâtre et de cinéma. Et Robert Hossein, ça fait partie des gens qui ont eu plusieurs vies dans sa vie, quoi. Voilà. Il a fait faillite plusieurs fois, il a fait des projets culturels pharaoniques, enfin, il a construit des trucs absolument un peu sidérants. Et il était assez touchant, enfin voilà, ce monsieur qui était assez âgé déjà, et qui est venu raconter comme ça sa vie. Son fils jouait de la balalaïka, enfin c'était assez étrange, et en même temps c'était très touchant d'avoir ce témoignage de personne qui racontait sa vie et qui nous livrait voilà, son histoire et son rapport à la culture. Donc moi j'en garde en tout cas un beau souvenir, et j'étais très content de l'avoir rencontré à ces 2 occasions. Voilà. Après, pour l'anecdote, petite anecdote, et voilà, mais vraiment, je me souviens, en fait, il faisait, vous vous en souvenez pas, mais vous étiez tout petit, voire peut-être pas né, je sais pas, mais en fait, il faisait des pubs pour Audica, vous savez, pour l'audition, pour les appareils à la télé. Et donc, il venait avec sa femme, en fait, parce qu'il est assez âgé, puis elle était un peu plus jeune. Et donc, sa femme, au lieu de l'appeler Robert ou mon chéri ou je sais pas quoi, elle l'appelait toujours Audica. Voilà. Donc, à chaque fois que sa femme voulait appeler Robert Hossein, en fait, elle l'appelait Audica. Alors, ça faisait beaucoup rire. On a beaucoup rigolé, quoi. Voilà. Ils sont vraiment très sympathiques tous les deux. C'était un très beau couple et des gens très agréables. On a une question d'Elissa que j'ai complètement oubliée. Pardon, Elissa, vous aviez une question tout à l'heure. Pas de souci. Alors oui, je voulais demander quelles sont les principales qualités pour un directeur de cinéma et quelles sont les choses plus difficiles à vivre dans le métier. En fait, moi, je ne parlerai pas de qualité, je parlerai de compétences. Directeur de cinéma, en fait, il faut avoir plusieurs compétences, et on les a pas tous. Donc, on fait comme on peut. Mais en tout cas, il y a une partie qui n'est pas la moindre, qui est la gestion de personnel. Ça vous paraît peut-être un peu loin du cinéma, mais il n'empêche que le cinéma, ça ne se fait pas tout seul, et que quand on gère des gens, eh ben, ce n'est pas forcément évident. On est dans le cadre de rapports professionnels au travail, donc on a une législation, on a voilà, tout un tas de normes, et encore heureusement à appliquer. Et puis, on a aussi la relation humaine qui doit s'instaurer dans une relation hiérarchique avec des gens, moi, pour le coup, que je vois tous les jours. Donc, on partage un certain nombre de choses, et en même temps, je suis dans une relation hiérarchique avec eux. C'est-à-dire que je ne suis pas leur copain. On peut avoir des amitiés, on peut avoir des proximités, mais il n'empêche que faire la différence entre voilà, une amitié professionnelle et une amitié tout court, ben déjà, ce n'est pas évident. Voilà. Donc ça, c'est déjà une qualité qu'il faut essayer d'avoir, en tout cas une compétence qu'il faut essayer d'avoir, c'est la gestion de personnel. Il y a aussi la gestion financière, parce que ben, il faut que le cinéma il puisse vivre et qu'il soit équilibré. Donc, on a un certain nombre de compétences à avoir en termes de comptabilité, en termes de gestion budgétaire, voilà, pour faire des choix qui soient des choix opportuns pour la salle. On a aussi, bien sûr, une sensibilité artistique à avoir, puisqu'on programme et puisqu'on porte une programmation. Donc ça, voilà, c'est aussi quelque chose qu'on apprend, et on apprend tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que voilà, un programmateur qui dirait moi, je sais exactement ce qu'il faut, moi ça m'intéresse pas.
Tous les jours, moi, j'apprends, je lis, voilà, je découvre, et ça vient me nourrir. Donc, il faut une curiosité, et le fait de se nourrir de nos expériences, ben, c'est ça qui fait aussi qu'on avance dans nos choix de programmation. Et puis, j'allais dire, pour l'établissement que je dirige, il y a aussi une question qui est de l'ordre de la politique et de la politique publique. C'est-à-dire, comment est-ce que mon travail répond à l'attente d'un politique et d'une commande politique. Ça pourrait être un sujet d'1 heure et demie de rencontre, parce que ce n'est pas le cas de toutes les salles de cinéma. Mais moi, en plus, j'allais dire, j'ai une contrainte supplémentaire, je pourrais le tourner comme ça, en me disant, ben voilà, il faut que mon action et mon travail dans ma salle correspondent à l'attente politique d'une élue, d'un maire, d'un président de conseil de territoire, etc. Donc, il faut avoir à la fois son libre arbitre et en même temps toujours tenir compte de ce souhait politique. Voilà. Donc, ben, on est un peu au carrefour de tout ça, et on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'entretien. Pendant que vous réfléchissez aux dernières questions, on a quand même une dernière question qui est la question typique des rencontres de Cannes Cinéma en ligne qu'on a fait déjà lors du premier confinement, qui va arriver. Donc, c'est la question spécifique. Mais en attendant, donc, les élèves qui le souhaitent préparent les questions dans leurs dernières questions, parce qu'on va bientôt couper. Juste avant, Joël, peut-être vous pourriez nous parler de Cinéma du Sud et Tilt, hein, et ce travail de réseau de salles de cinéma de la région, peut-être. On l'a évoqué en off tout à l'heure, mais on ne l'a pas dit du coup pour tout le monde. Bon, mais voilà, donc moi je suis président donc, de Cinéma du Sud Tilt, qui est une association régionale, donc dans le Sud, hein, là où nous habitons tous, qui est donc une association qui regroupe des salles à réessai. Donc il y a 45 salles à réessai qui sont regroupées dans cette association, et qui ont décidé de se réunir pour justement pouvoir partager des films, partager des opérations, voilà, des progressions, et avoir une forme de solidarité et d'entraide au niveau du travail. Voilà. Dans chaque région, il y a des associations régionales qui, comme ça, se font le relais d'informations, de circulation de films et de tout un tas de projets professionnels, en fait, et Cinéma du Sud Tilt a cette vocation-là. Comme tu disais, Aurélie, Cinéma du Sud Tilt coordonne aussi des dispositifs lycéens au cinéma, auxquels peut-être vous participez, coordonne aussi du coup le dispositif collège au cinéma pour les Bouches-du-Rhône et le Var, et une partie d'école et cinéma aussi pour le Var. Voilà, donc ça c'est un peu un deuxième type d'action pour l'association, donc très en lien avec les collectivités locales, la région, le département et les communes. Et puis, il y a aussi une autre mission qui est assez récente, mais qui est, j'allais dire, un souci de travailler l'action culturelle. Et comment est-ce qu'on arrive à développer des projets d'action culturelle à travers les cinémas. Et donc, ça fait partie aussi du volet, j'allais dire, que propose Cinéma du Sud de Tilt. Voilà, pour faire court. Merci beaucoup, merci. En attendant, est-ce que vous avez eu d'autres questions alors que vous aviez envie de poser à Joël Bertrand avant qu'on coupe, ou qu'on passe à la dernière question qui va être posée par le BTS? Donc, passons à cette dernière question. Allez. Alors, je vais poser la dernière question. Question assez simple. Pour vous, quel est le plus beau film du monde? Alors, il faut que j'en choisisse un seul, c'est ça? De préférence. De préférence. Franchement, alors, là, encore une fois, bon, chaque exploitant est différent. On aurait pu en parler, mais la cinéphilie, moi, c'est pas par la cinéphilie que je suis rentré dans le cinéma. Alors, c'est un peu étrange peut-être de dire ça, mais c'est la réalité. Comme ça, disons qu'on a pas mal parlé de Chaplin ces derniers temps. Donc moi, j'allais dire, il y a un film de Chaplin qui m'a toujours touché et que je suis toujours très heureux de voir, c'est Les Lumières de la ville. Bon,
Voilà, pourquoi, je ne sais pas. Enfin, si, on pourra en parler, mais voilà, moi j'aurais envie de dire, ben voilà, Chaplin en ce moment, il y a les 120 ou 125 ans, là, voilà, donc il y a un petit quelque chose autour de Chaplin, et puis voir un film de Chaplin, c'est jamais du temps perdu de toute façon. Donc, moi j'aurais tendance à dire, allez, voyez les lumières de la ville, voilà, c'est vraiment très chouette, quoi. Voilà. Bon, c'est peut-être pas le meilleur film de cinéma, hein, mais en tout cas, c'est à celui-là que j'ai pensé. Voilà. Merci, Joël. Non, il n'y avait pas Pardon. Il n'y avait pas du tout de question de jugement, hein, de toute façon, loin de nous, cette idée-là. Et puis en plus, c'est un très beau film, Lumière sur la ville, c'est vraiment parfait. Eh bien, écoutez, voilà, on a terminé maintenant. Merci à tous, merci beaucoup pour de votre participation. Merci beaucoup, Joël, pour le temps que vous nous avez accordé. Et voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée à tous. Vous n'aviez plus de questions, on est bien d'accord, hein? C'est tout bon. Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt, du coup. Et voilà, on va pouvoir arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.